Le livre de Smart Job. Alors, on va quitter un peu la sphère du management, des RH, encore que on va s'intéresser à l'éducation. On accueille Juliette Speranza. Bonjour Juliette. Bonjour. Enseignante. C'est impropre. Vous étiez enseignante, vous avez traversé pas mal enseignante en secondaire, vous avez été en classe supérieure et puis vous avez été aussi enseignante en primaire. Merci d'être là. Le livre L'échec scolaire n'existe pas. Une nouvelle chance pour votre enfant, c'est sorti chez Albin Michel et vous êtes venu sur notre plateau il y a quelques mois faire un débat justement sur cette question avec deux autres invités dans le débat. Ce livre est assez à la fois bouleversant, passionnant et déroutant. D'abord parce que vous racontez dans ce livre, c'est ça qui est très intéressant, ce n'est pas un livre dogmatique, c'est un livre où vous racontez vos expériences de vie. Des expériences assez incroyables d'enfants en difficulté, cet enfant de 7 ans qui peine à lire, qui est moqué par les élèves, elle se retrouve en situation très délicate, et un enseignant qui ne l'aide pas. Vous dénoncez à travers ce livre un modèle éducatif qui est quoi ? Qui est du 19e, hors temps, hors cadre. Comment on pourrait le définir ? Oui, on pourrait dire qu'il est hérité effectivement du 19e, mais en même temps, il se retrouve dans un contexte actuel et il est d'autant plus inadapté aux enfants, au monde d'aujourd'hui, aux attentes qu'ont les citoyens d'aujourd'hui par rapport à l'école. Réglons ce problème. Vous avez quitté l'enseignement, mais je le dis, vous avez passé toutes les strates de l'éducation, vous avez fait des formations, vous avez fait des stages, vous dites très très courts d'ailleurs, les formations, des collègues démobilisés que vous croisez dans le train, qui sont blafards, qui disent j'en peux plus, il y a de la violence dans ma classe. C'est de la faute des profs, pour le dire un peu directement, ou c'est de la faute du système ? Non, pas du tout. Oui, c'est de la faute du système. Alors, je sais que ça peut paraître un peu facile de dire c'est de la faute du système, mais oui, le monde enseignant est pris dans un système que nous validons encore aujourd'hui. Enfin, je veux dire, il faut réagir maintenant, je pense. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Il faut réagir. Ce livre est très documenté aussi sur la manière dont vous êtes écrasés, vous les profs et vos directeurs d'école, de lycée ou d'établissement, par la paperasserie administrative. Vous dites à un moment donné, j'ai même plus le temps de regarder mes élèves, j'ai plus le temps de pouvoir parler avec eux, tellement je dois les noter, les évaluer, faire remonter tout ça sans trop savoir où ça va. Enfin, on en crève de ça en fait. Ah oui, l'humanisme est complètement écrasé effectivement par l'administratif, par les compétences, les petites cases à cocher. Et finalement, on oublie quand même qu'au cœur de cette relation pédagogique, éducative, il y a vraiment... Il y a de l'amour, parce que vous dites qu'il y a de l'amour. Oui, il faut arrêter de... Enfin, ça, c'est en France, on a vraiment une relation au savoir. Il faut être à distance. Voilà, il faut être à distance, il faut être très protocolaire. Pourtant, il y a des personnalités médiatiques d'aujourd'hui le disent quand même qu'il y a forcément de l'affect dans ce type de relation, et on résiste à la relation avec les enfants, à la relation avec les parents. On se blinde, on se protège. Voilà, on se Vous protège. avez été enseignante. On se protège, mais pour moi, c'est contre-productif, en fait, parce qu'on s'attire finalement les foudres des familles, finalement, en restant distant. Il n'y a pas de compréhension réciproque. Monde enseignant, monde familial, donc du coup, ça crée évidemment des incompréhensions et des conflits. Dans le livre, il y a votre expérience, la paperasserie, vos inspections. On vous dit qu'il faut être un fonctionnaire de l'État, madame. Globalement, c'est le bazar dans vos feuilles. Tout ça n'est pas organisé. C'est très humiliant. C'est très déroutant pour les enseignants. Puis il y a un deuxième sujet qui est l'accompagnement de ces élèves dont on dit qu'ils sont nuls, qu'ils ne savent rien faire. Et vous dites, on a tous une chance. On est tous capables de grandir et de se construire. Sauf qu'on ne peut pas se construire dans le modèle éducatif tel qu'il est proposé. Vous êtes d'accord avec ça ? Voilà. C'est toute la thèse de votre livre. Voilà, c'est pour ça que c'est urgent de le repenser en profondeur et non pas d'aménager, parce que je crois que c'est vraiment un impératif, je dirais à la fois pragmatique, puisqu'on sait que ça fonctionne, mais c'est aussi un impératif éthique de croire dans le potentiel de tous les enfants et de les accompagner. Et puis voilà, les gens avec qui je peux travailler, qui ont de l'expérience, qui ont des expériences de dizaines d'années dans des écoles avec des enfants en difficulté, avec des enfants spécialisés, dans des écoles spécialisées avec des enfants en situation de handicap, eh bien, ceux qui arrivent, qui gardent la foi, c'est ceux qu'on laisse finalement se connecter avec les élèves, ceux auxquels on laisse le temps finalement de connaître leurs élèves et de les accompagner selon leur profil. Le diagnostic, c'est
il est très lourd. Hein. Ce que vous décrivez, c'est un univers très lourd qui démarre par le fait qu'on éliminait tous ceux qui avaient un peu les oreilles décollées, ceux qui se rongeaient les ongles. Oui, ça date. Non, mais ça date, mais c'est un peu ça l'école. C'est-à-dire que c'est une sorte une on a des tête. stigmates, oui. Et donc finalement, ça élimine tous ceux qui sont un peu différents de l'école. J'ai envie de vous poser la question à l'envers, dans cette espèce de mammouth, puisque c'était le terme utilisé il y a longtemps, le ministre de l'Éducation nationale, qui voulait le dégraisser, ce mammouth. Ça lui a coûté cher, d'ailleurs, rappelez-vous. Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les propositions? Alors, vous évoquez des pistes de la neuroscience, la neurodiversité. Vous avez étudié beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place concrètement? Bah moi, je travaille clairement sur une thèse sur la neurodiversité et les normes scolaires. Et donc, je vais en observation dans des milieux très différents. Et déjà, je pense que la base, ce serait vraiment... Donc, il faut vraiment tout repenser depuis le début. Et la base, ce serait vraiment de faire une école... On appelle ça l'école inclusive aujourd'hui, mais pour moi, elle n'est pas du tout inclusive. Et ce serait faire une école qui est ouverte à tous les élèves et qui réunisse des compétences diverses, c'est-à-dire les compétences qu'on peut avoir aujourd'hui du côté des enseignants spécialisés, de certains professionnels et des enseignants dits ordinaires, par exemple. Bon, évidemment, il y a la question des effectifs, mais il y a vraiment aussi tout un changement de culture et de formation. Il faut vraiment changer la conception qu'on a de l'école et que l'institution accepte de changer sa culture et de prendre en considération son rôle qui est d'accompagner tous les enfants et pas de faire une sélection, parce qu'on n'arrive pas à s'en sortir de cette sélection. Concrètement, le système tel qu'il est bâti, c'est impossible d'aménager ce que vous proposez. Globalement, c'est impossible. C'est très hiérarchisé, l'inspection d'académie, le ministère, des directives qui changent souvent. C'est-à-dire, on remet quoi? On remet tout à plat? Parce que c'est le pouvoir politique, excusez-moi de rentrer un peu dans le dur, mais s'il n'y a pas une réforme de fond, il faut une réforme de fond. On va tuer nos gosses, c'est ce que vous dites. Oui, il faut vraiment arrêter de rajouter en permanence des dispositifs. Il faut vraiment changer tout depuis le départ. On accueille tous les enfants, on forme mieux les enseignants, on traite mieux aussi les enseignants pour qu'ils soient... On va en parler dans le débat. Le fameux salaire. Oui, il y a le salaire, mais il y a tout ce qui va avec. Il y a la reconnaissance, il y a toute cette violence institutionnelle dont j'ai déjà parlé, dont je parle dans le livre. Oui. C'est vrai que, le regard des inspecteurs, les gens qui vous vérifient. Voilà, dans certains pays, il n'y a plus d'inspecteurs. Les inspecteurs, peut-être qu'on a besoin d'eux en classe, je ne sais pas. Peut-être qu'il faut vraiment repenser les choses. Mais excusez-moi d'y revenir. Dans notre pays, en France, mais c'est vrai dans d'autres pays développés, dits riches, il y a plutôt la notion de performance qui est liée à l'école. Et vous parlez d'autre chose. Vous dites il faut laisser les enfants s'épanouir, grandir à leur rythme aussi. Comment on fait entre ces impératifs de performance, de résultats, et puis cet épanouissement? En fait, ce qui est tout à fait paradoxal dans l'attitude de l'institution, c'est qu'en fait, elle se tire une balle dans le pied parce qu'elle court après ce qu'elle appelle le rendement scolaire, la performance, et qu'en fait, les enfants, quand ils vont bien, quand ils sont bien accompagnés, c'est une évidence ce que je dis, mais quand on est à l'écoute vraiment de leur rythme et qu'au lieu de les contraindre, de leur infliger du stress, des savoirs pour lesquels ils ne sont pas forcément prêts, réceptifs, ou au lieu de leur donner toutes les conditions d'apprentissage idéal, on va dire, eh bien, on s'obstine à les mettre dans une posture qui ne favorise pas l'apprentissage. Donc, du coup, le rendement, finalement, il viendrait aussi avec cette notion de bienveillance, d'accompagnement. Vous dites qu'il y aurait d'aussi bons résultats, voire de meilleurs résultats, si on laissait les gens pousser aussi à leur rythme. Oui, c'est évident. Il y a un petit côté Montessori. Non, mais je vous pose cette question un peu naïvement. Il y a beaucoup de parents qui mettent leurs enfants chez Montessori en disant ils vont s'épanouir, ils vont grandir, il n'y a pas de notes, on fait un peu ce qu'on veut. Alors, ce qu'on voit dans les écoles Montessori d'aujourd'hui, c'est souvent quand même des écoles qui mixent un peu, qui sélectionnent un petit peu certaines choses. Je pense qu'il ne faut pas être dogmatique en pédagogie. Je pense que pour certains enfants, la pédagogie Montessori peut être très bien. Pour d'autres, elle ne convient pas du tout. Donc il faut vraiment, justement, moi j'appelle ça la pédagogie réactive, mais il faut vraiment mettre en place une pédagogie qui soit à l'écoute des enfants et qui soit réactive suivant leur profil, leurs difficultés, leur centre d'intérêt. Les soft skills, c'est un mot qu'on utilise beaucoup sur ce plateau, c'est les qualités hors diplôme. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de recruteurs qui disent moi, je recrute aussi sur les soft skills, sur l'attitude, sur la façon d'être. Puis on a aussi beaucoup de chefs d'entreprise, quand on parle avec eux un peu sérieusement, qui disent moi, j'ai quand même des salariés qui arrivent, que je viens d'embaucher, qui sortent de l'école, qui savent rien faire. Est-ce que notre école est en train de craquer? Est-ce que notre système, puisque c'était un film qui s'appelait Ma cité va craquer, est-ce que l'école va craquer? Je pense qu'il va forcément... Alors, je ne sais pas de quelle manière, mais je pense qu'on ne peut pas du tout continuer comme ça. Et on le sent bien, c'est palpable. Les parents, les enseignants, les personnels d'éducation, les ATSEM, les AESH n'en peuvent plus.
personne n'est mis dans des conditions, on va dire, favorables, alors que en réfléchissant, mais effectivement, c'est aussi une question de budget, de politique. Enfin, voilà, en repensant tout depuis le départ, on pourrait quand même faire beaucoup mieux. On peut regarder aussi vraiment ce qui se passe à l'étranger d'un point de vue budgétaire. Donc, je pense vraiment, oui, qu'il va falloir que ça change de manière radicale. Jean-Michel Blanquer l'a lu, votre livre? Vous lui avez envoyé, oui, j'imagine? Il l'a lu et selon ses propos, il l'a apprécié. Il l'a apprécié. Oui. Donc, alors, on verra. Vous allez lui proposer un rendez-vous? J'ai eu un rendez-vous avec un de ses conseillers et donc on a des échanges par rapport à certaines propositions. Donc après, les fruits que ça va porter se verront sur le long terme. Un mot quand même, parce que ces professeurs que vous décrivez, qui c'est des collègues, celui qui garde son casque en vous demandant si le train va dérailler, vous êtes dans le train, il a gardé son casque de vélo, il est blafard, et il vous donne des exemples concrets de sa vie en classe, parce que c'est intéressant d'avoir des ressentis de profs, des violences, des élèves qu'il n'arrive plus à maîtriser, et vous lui dites, mais comment on a pu t'envoyer là, tu n'as aucune expérience. C'est quand même terrible ce système éducatif où on envoie les plus fragiles dans les postes les plus difficiles. Ça c'est une base de réforme, non, j'imagine? C'est une réflexion oui, que c'est vous vraiment menée. ce que j'ai voulu dénoncer dans le livre, c'est qu'il y a une violence vis-à-vis des enfants, mais il y a aussi une violence vis-à-vis des enseignants. Et effectivement, c'est à dégoûter du impensable. métier. Oui, voilà, on dégoûte les enseignants du métier par ce genre de situation, par le traitement qui leur est infligé, et puis le peu d'accompagnement aussi qu'ils vont avoir dans ce genre de situation, parce que souvent, effectivement, non seulement ils sont mis dans des écoles où il y a déjà énormément de difficultés, mais en plus, effectivement, ils vont pas avoir le soutien, rarement en tout cas, le soutien nécessaire, indispensable pour pouvoir s'en sortir. Une nouvelle chance pour votre enfant, parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes chez les parents. La crise économique, la peur qu'ils ne trouvent pas un emploi. Les professeurs, ils parlaient de l'entreprise. Comment ça se passe, vous qui étiez de l'intérieur? Comment ils regardaient, comment vous regardiez le monde de l'entreprise? Parce que ces gosses que vous avez formés, que vous avez aimés, enfin en tout cas apprivoisés, parce qu'il y a quand même beaucoup de cela, vous vous êtes approchés d'eux au plus près. Ce sont des enfants qui, dans 15 ans, seront salariés, cadres, et seront... Ils en parlent de cette importance que vous avez, qu'ils ont, pour faire grandir une nation? Les enseignants? Les enseignants? Non, je ne crois pas. Non, je crois qu'il y a... Oui, je crois qu'il y a effectivement une déconnexion, mais qui est due aussi à leur formation. Et on leur inflige en fait de rester dans la culture scolaire, dans le monde scolaire. Et effectivement, à part quand j'ai travaillé en centre de formation pour apprentis, où là forcément il y a une connexion. Là, oui. Il manquait effectivement cette notion de cette vision à long terme, effectivement les conséquences qu'il allait y avoir sur le monde du travail. Mais beaucoup d'enseignants ne connaissent pas le monde du travail. Évidemment. Et ça, moi, c'est quelque chose dont je parle dans le livre, mais que je développerai certainement plus tard, mais c'est que il faut qu'il y ait plus de connexion entre le monde enseignant et le monde, je vais dire, extérieur. C'est pas que le monde de l'entreprise, la vie réelle, artistique, etc. Parce que c'est vrai que les enseignants qui n'ont jamais fait autre, et moi j'avais fait autre chose. C'est vrai que ça a changé mon regard. J'avais fait d'autres choses. J'ai eu beaucoup d'expériences à droite à gauche en parallèle de mon parcours, et je pense que ça m'a aussi aidé à avoir un regard un peu distancié. Au final, avant de nous quitter, d'abord, il faut lire ce livre parce que c'est quand même un éveil, un éclairage très très neuf, la manière dont on pourrait réinventer notre modèle éducatif, puis c'est aussi vraiment une photographie de la réalité des salles de classe, des angoisses des profs. Au final, vous êtes quand même partie de l'éducation nationale. Enfin, vous n'avez pas réussi à abattre le mammouth. Non, j'ai pas réussi. Alors j'espère. Là, vous le touchez avec une lance qui est votre livre. Oui, mais je vais pas me décourager. J'ai des engagements aussi associatifs, et puis donc je fais de la recherche, mais voilà, j'essaie de faire de la recherche de terrain, de travailler avec des enseignants, et je pense qu'on a vraiment besoin. C'est une recherche en philo, et je crois qu'on a vraiment besoin. On les a beaucoup dénigrés, mais on a vraiment besoin des sciences humaines, de la philosophie, de la sociologie pour mieux comprendre les failles du système actuel et pour le changer. Encore une fois, en profondeur. Mais faites-vous, Juliette, vous allez finir conseillère du prochain ministre de l'Éducation nationale? Ah bah ça, on verra qui passe, hein, parce que là... Non, mais votre rapport est nécessaire, est utile. Il faut des voix qui s'élèvent. Bah écoutez, j'espère qu'on sera entendu, en tout cas. Vos collègues l'ont lu, votre livre? Vous avez gardé contact avec tous ces collègues qui ont fait partie de votre quotidien pendant des années? Ils vous ont dit, c'est génial, t'as raison, ou ils vous ont dit... Je t'exagère un peu, après, Juliette. ceux qui partageaient mon quotidien connaissaient le livre par cœur parce que c'était mon discours quotidien. Vous étiez en révolte à l'intérieur déjà. Ah oui. Vous preniez des notes pendant, quoi. Après, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que j'ai eu beaucoup de retours de parents, je m'y attendais, mais d'enseignants qui vivaient la même chose à l'intérieur et qui avaient vraiment envie que ça bouge et qui ne savaient pas comment, qui se sentaient piégés. Parfois piégés tout simplement économiquement, et puis parfois aussi par le sens du devoir, parce que c'est quand même dur de quitter les élèves. Donc là, j'ai vraiment été touchée. Je me suis dit, il faut vraiment que ça porte, ça donne vraiment envie de mener plus d'actions. Ça fasse tache d'huile. Voilà, mais je pense que vraiment, il se passe quelque chose et il faut que ça continue.
L'échec scolaire n'existe pas chez Albin Michel, à lire vraiment, il faut lire ce livre, Une nouvelle chance pour votre enfant, écrit par Juliette Speranza, et vous êtes, j'imagine, sur déjà d'autres projets d'écriture pour prolonger ce livre. Ouais, de recherche, parce que donc, du coup je fais de la recherche là-dessus, et d'écriture aussi, oui, effectivement. Et d'écriture. C'est un plaisir de vous accueillir. Merci à vous. Pour ce livre Coup de poing, mais pas seulement, parce que c'est un livre qui parle d'amour et d'intérêt pour les élèves. Il y a souvent les élèves qui disent « mon prof ne s'intéresse pas à moi et c'est assez douloureux pour l'élève d'entendre ça. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci pour le à livre vous. de Smart Job. On fait une courte pause et on va s'intéresser au débat. Là, Juliette Speranza ne va pas être dépaysée. C'est le pouvoir d'achat. SMIC d'un côté, hausse des salaires, puisque c'est dans l'actualité, et puis doublement du salaire des profs. C'est une proposition qui a été lancée par Anne Hidalgo. Alors c'est vrai qu'elle a fait couler beaucoup d'encre, cette proposition. Combien va-t-elle coûter? Est-ce que c'est utopiste? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est nécessaire? On en parle avec mes invités. Ils me rejoignent juste après cette pause.